Je suis rentré de la clinique après mon opération de la hanche pour découvrir que les serrures de ma propre porte d'entrée avaient été changées. Mon gendre, Marc-Antoine, se tenait sur le seuil, les bras croisés, et m'a dit d'un ton glacial que Lucien, ils avaient pris des décisions pendant mon absence et que c'était leur maison désormais. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas crié. Je l'ai juste regardé droit dans les yeux et j'ai souri parce qu'il n'avait aucune idée de l'homme auquel il venait de s'attaquer. Laissez-moi vous ramener au début. Je m'appelle Lucien Bernard. J'ai 72 ans et j'ai vécu dans cette même maison à Annecy-le-Vieux, en Haute-Savoie, pendant 45 ans. J'en ai construit la majeure partie de mes propres mains. J'étais artisan ébéniste de métier. J'ai passé plus de 40 ans à transformer le bois en quelque chose de porteur de sens. Des buffets, des escaliers, des meubles massifs. Ma femme Solange disait toujours que je pouvais faire chanter un tronc d'arbre si je lui parlais assez longtemps. Solange nous a quittés il y a 4 ans. Un cancer foudroyant. Il l'a emporté en 6 mois. Rapide et cruel. Après son départ, la maison semblait trop grande, trop silencieuse. Je marchais dans les couloirs la nuit et j'aurais juré sentir encore son parfum à la lavande. Ses lunettes de lecture restaient sur la table de chevet. Ses gants de jardinage pendaient près de la porte arrière. Je ne pouvais pas me résoudre à déplacer quoi que ce soit. Cette maison n'était pas seulement faite de bois et de clous. Elle était faite de chaque souvenir que nous avions créé. Ma fille Sandrine est mon unique enfant. Elle a épousé Marc-Antoine il y a 14 ans. Je ne l'ai jamais beaucoup apprécié pour être honnête. Quelque chose dans sa façon de serrer la main de manière trop ferme, comme s'il essayait de prouver quelque chose. Mais Sandrine l'aimait et cela me suffisait. On ne choisit pas de qui ses enfants tombent amoureux. On espère juste qu'ils choisissent avec sagesse. Il y a environ 2 ans, Marc-Antoine a perdu son poste de cadre dans une usine de pièces aéronautiques. Des licenciements économiques, ont-ils dit. Sandrine m'a appelé en pleurant. Elle disait qu'ils avaient 3 mois de retard sur leur loyer et qu'ils allaient perdre leur appartement à Lyon. Elle m'a demandé s'ils pouvaient s'installer chez moi pour un petit moment, juste jusqu'à ce que Marc-Antoine retrouve du travail. Qu'est-ce que j'étais censé dire? C'est ma fille, mon unique enfant, la petite fille qui s'endormait sur ma poitrine pendant que nous regardions le Tour de France à la télévision. Alors, j'ai dit oui. J'ai vidé la chambre d'amis, j'ai acheté des draps neufs et je me suis dit qu'il serait bon d'avoir à nouveau de la compagnie. Les premières semaines se sont bien passées. Sandrine aidait pour les tâches ménagères. Nous nous asseyions sur la terrasse le soir et parlions de sa mère, du bon vieux temps. Marc-Antoine restait surtout dans son coin, toujours sur son téléphone, cherchant la prochaine opportunité, disait-il. Je n'ai pas insisté. Un homme a sa fierté, surtout quand il traverse une mauvaise passe. Mais ensuite, les choses ont commencé à changer. De petites choses au début. Marc-Antoine a réorganisé le salon sans me demander mon avis. Il disait que la disposition des meubles était inefficace. Puis il a commencé à se plaindre du thermostat, de la pression de l'eau, de la façon dont je rangeais mon atelier dans le garage. Un matin, je suis descendu et j'ai trouvé le vaisselier en merisier de Solange déplacé au sous-sol. Quand j'ai demandé pourquoi, Sandrine a juste haussé les épaules et a répondu que Marc-Antoine pensait qu'il prenait trop de place. Trop de place. Dans ma propre maison, ce meuble était un cadeau de mariage de la mère de Solange. Il contenait 40 ans de souvenirs et il l'avait fourré à la cave comme si c'était un déchet. J'ai laissé passer. Je me disais qu'ils étaient stressés, qu'ils se calmeraient une fois que Marc-Antoine aurait trouvé du travail, mais il n'en a jamais trouvé. Les mois passaient et chaque poste pour lequel il postulait ne convenait pas pour une raison ou une autre. Trop loin, pas assez payé, en dessous de ses compétences. Toujours une excuse. Pendant ce temps, je le regardais rester sur mon canapé toute la journée à jouer aux jeux vidéo et à commander des repas en livraison à mes frais. Puis est venue l'opération de la hanche. Je la repoussais depuis des années, mais le chirurgien a dit que je ne pouvais plus attendre. L'intervention s'est bien passée, mais la convalescence signifiait que je ne pourrais pas marcher correctement pendant quelques semaines. Sandrine a promis qu'elle s'occuperait de tout pendant que j'étais à la clinique. Je suis parti pendant 6 jours. Quand le taxi s'est arrêté devant ma maison ce jeudi après-midi, j'ai su que quelque chose n'allait pas avant même de sortir de la voiture. Le luminaire de la terrasse, celui que j'avais installé la semaine suivant notre emménagement, avait disparu, remplacé par un truc moderne qui ressemblait à ce qu'on trouve dans le hall d'un hôtel.
Mon cœur a commencé à battre plus vite alors que je remontais l'allée avec mes béquilles. C'est là que Marc-Antoine a ouvert la porte. Il ne m'a pas aidé à monter les marches. Il ne m'a pas demandé comment je me sentais. Il s'est juste tenu là, bloquant l'entrée comme un videur de boîte de nuit. « Lucien » a-t-il dit, « nous devons parler. » J'ai regardé derrière lui dans la maison. Les murs étaient différents. Le beige chaleureux que Solange avait choisi était devenu un gris anthracite froid. Les photos de famille qui bordaient le couloir avaient disparu. « Qu'est-ce qui est arrivé à ma maison ?» ai-je demandé, la voix à peine assurée. Marc-Antoine a souri. Pas un sourire amical. Le genre de sourire qu'un homme affiche quand il pense avoir déjà gagné. « Nous avons fait quelques améliorations » a-t-il déclaré. « Sandrine et moi en avons discuté pendant que tu étais en convalescence. Tu vieillis, Lucien. Tu ne peux plus gérer cet endroit tout seul. Alors, nous reprenons les choses en main officiellement. » J'ai cligné des yeux. Reprendre la maison. Il a dit cela comme s'il expliquait quelque chose à un enfant. Nous allons gérer les choses à partir de maintenant. Les finances, l'entretien, les décisions. Toi, tu te concentres juste sur ton repos. C'est ma maison, ai-je dit lentement. Mon nom est sur le titre de propriété. C'est là que Sandrine est apparue derrière lui. Ma fille, la fille que j'avais élevée, celle pour qui j'avais tout sacrifié. Elle ne voulait pas me regarder dans les yeux. Papa, a-t-elle dit doucement. Marc-Antoine a raison. C'est pour le mieux. Tu n'es plus aussi vif qu'avant. Nous essayons juste d'aider. Pas aussi vif. Ces 4 mots ont coupé plus profondément que n'importe quel scalpel ne le pourrait jamais. Laissez-moi entrer dans ma maison, ai-je ordonné. Marc-Antoine a hésité, puis s'est écarté avec un geste théâtral du bras. Bienvenue chez toi, Lucien, dans notre foyer. J'ai franchi la porte et mon estomac s'est noué. Les changements n'étaient pas seulement esthétiques. Le fauteuil à bascule antique de Solange, celui où elle avait bercé Sandrine, avait disparu. La nappe brodée à la main par sa grand-mère était introuvable. La cuisine avait été complètement réorganisée. Mes outils, mes dossiers, mes papiers personnels, tout avait été déplacé. Je me suis dirigé vers ma chambre, le cœur battant la chamade. Quand j'ai ouvert la porte, je me suis figé. Ce n'était plus ma chambre. Le lit queen size que Solange et moi avions partagé pendant des décennies avait été remplacé par un cadre de lit king size massif. Les murs étaient peints en bleu marine. Les vêtements de Marc-Antoine pendaient dans le placard. Ses montres étaient posées sur la commode. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» ai-je chuchoté. Sandrine est arrivée derrière moi. Nous t'avons installé dans la chambre du fond, papa. C'est plus petit, mais c'est plus facile à gérer pour toi. C'est plus près de la salle de bain. La chambre du fond. La pièce que j'utilisais comme débarras. La pièce sans fenêtre donnant sur le jardin que Solange avait planté. Où sont mes affaires, ai-je demandé. Où est la photo de ta mère? Nous avons tout mis dans des cartons, a dit Sandrine. Ils sont dans le garage. Nous les trierons plus tard. Je suis resté là, appuyé sur mes béquilles, fixant la pièce qui contenait autrefois toute ma vie. La pièce où Solange avait rendu son dernier souffle, en tenant ma main, me disant de rester fort. Marc-Antoine est apparu dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. Écoute, Lucien. Je sais que c'est une adaptation, mais crois-moi, c'est mieux pour tout le monde. Tu dois juste accepter que les choses sont différentes maintenant. Je me suis tourné pour le regarder. Vraiment le regarder. Et j'ai vu clairement pour la première fois. La cupidité, le calcul, la certitude absolue qu'il avait déjà gagné. Tu as raison, ai-je dit calmement. Les choses sont différentes maintenant. Il a hoché la tête, satisfait. Bien. Content que nous nous comprenions. Mais il n'avait rien compris. Pas du tout. Parce qu'à ce moment-là, debout dans ma propre maison qui ne ressemblait plus à la mienne, j'ai pris une décision. Je n'allais pas hurler. Je n'allais pas me battre. J'allais attendre. J'allais observer. Et quand le moment serait venu, j'allais reprendre tout ce qu'il pensait m'avoir volé. Cette nuit-là, je suis resté éveillé dans cette chambre du fond exigu, fixant le plafond. Le lit était un matelas bon marché à 2 balles, probablement acheté dans un magasin de déstockage. Les draps sentaient l'adoucissant chimique,
pas la lavande que Solange utilisait toujours. À travers les murs minces, j'entendais Marc-Antoine rire devant une émission de télévision. Dans mon salon, sur mon canapé, je n'ai pas dormi. Au lieu de cela, j'ai réfléchi. J'ai pensé à chaque décision qui m'avait mené à ce moment, à chaque acte de gentillesse que j'avais eu, à chaque signal d'alarme que j'avais ignoré, et j'ai commencé à planifier. Le lendemain matin, j'ai fait du café comme je le faisais toujours. Marc-Antoine est descendu vers 10 heures, encore en peignoir, et m'a à peine adressé un regard. Sandrine était déjà à la table de la cuisine, faisant défiler son téléphone. « Bonjour papa », a-t-elle dit sans lever les yeux. « Il y a du porridge dans la casserole si tu en veux. » Du porridge. Solange faisait toujours des crêpes le samedi matin. Les bonnes crêpes avec de la confiture maison et du vrai sirop d'érable. Mais je n'ai rien dit. J'ai juste versé mon café et je me suis assis. Je dois aller à la banque aujourd'hui, ai-je dit nonchalamment. Pour vérifier quelques trucs. Marc-Antoine a levé les yeux brusquement. Quel truc? Juste de la routine, ai-je répondu, pour m'assurer que mes comptes sont en ordre. Lui et Sandrine ont échangé un regard. Rapide, mais je l'ai capté. Je peux t'accompagner, a proposé Sandrine. Trop vite. Tu ne devrais pas conduire avec ta hanche. Je me débrouillerai, ai-je dit. J'ai besoin d'air frais. Le regard sur le visage de Marc-Antoine m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai conduit ma Peugeot jusqu'à l'agence du Crédit Agricole cet après-midi-là. Chaque secousse sur la route envoyait une douleur dans ma hanche, mais je m'en fichais. Je devais voir par moi-même. La guichetière était une jeune femme nommée Brigitte. Elle me connaissait depuis des années. Elle demandait toujours des nouvelles de Solange avant qu'elle ne parte. « Monsieur Bernard », a-t-elle dit avec un sourire chaleureux. « Comment vous sentez-vous? Nous avons entendu parler de votre opération. » « Ça va mieux de jour en jour, ai-je dit. Écoutez, Brigitte. J'ai besoin de voir mes relevés de compte pour les 3 derniers mois. » Son sourire a légèrement vacillé. « Bien sûr. Laissez-moi sortir ça. » Ce que j'ai vu sur cette impression m'a glacé le sang. 35 000 € disparus. Transférés par petites sommes au cours des 16 derniers mois. Certains vers un compte que je ne reconnaissais pas. D'autres pour payer des cartes de crédit qui n'étaient pas les miennes. Il y avait des retraits d'espèces que je n'avais jamais effectués. Des achats dans des magasins où je n'avais jamais mis les pieds. Brigitte, ai-je dit en gardant ma voix stable. Qui d'autre a accès à ce compte? Elle a tapé sur son ordinateur. Il semble qu'une Sandrine Holloway, enfin Sandrine Bernard, ait été ajoutée comme co-titulaire il y a environ 14 mois. Vous avez signé le formulaire d'autorisation vous-même, monsieur Bernard. Elle a tourné l'écran vers moi. Il y avait ma signature, ou quelque chose qui y ressemblait. L'initiale du milieu était fausse. Je signais toujours avec mon deuxième prénom. Lucien Monsieur Bernard. Là, c'était écrit Lucien P. Bernard. C'était un faux. J'ai remercié Brigitte et je suis rentré chez moi dans un état second. 35 000 €. Mes économies, l'argent que j'avais mis de côté pour les urgences, pour l'avenir de mon petit-fils, pour les années qu'il me restait à vivre, volées par ma propre fille et son mari. Quand je suis revenu, ils étaient tous les deux dans la cuisine en train de préparer le dîner comme si de rien n'était. Marc-Antoine m'a même souri. « Et, Lucien, comment s'est passée ta course ?» Je l'ai regardé. Vraiment regardé. Puis j'ai regardé Sandrine, ma fille, le bébé que j'avais bercé pour l'endormir minuit durant. La fille à qui j'avais appris à faire du vélo, à conduire une voiture, à gérer un budget. Bien, ai-je dit. Très bien. Je suis allé dans ma chambre et j'ai fermé la porte. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je me suis juste assis sur ce matelas bas de gamme et j'ai respiré jusqu'à ce que mes mains cessent de trembler. Puis j'ai appelé mon petit-fils. Théo avait 22 ans, c'était le fils de Sandrine issu de son premier mariage avant Marc-Antoine. Il terminait sa licence de droit à Grenoble. Un bon gamin, honnête. Lui et Marc-Antoine ne s'étaient jamais entendus. Marc-Antoine avait une fois dit à Sandrine que Théo était un gaspillage d'argent, que l'université ne servait à rien pour quelqu'un sans ambition. Théo l'avait entendu. Il n'avait jamais oublié. « Grand-père » a répondu Théo dès la deuxième sonnerie. « Tout va bien.
J'ai besoin de ton aide, ai-je dit doucement. Et j'ai besoin que cela reste entre nous. Il y a eu une pause. Puis il m'a dit de tout lui raconter. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai joué le rôle du vieil homme vaincu. J'ai mangé leur repas, j'ai regardé leur télévision, j'ai dormi dans leur chambre exiguë. Je me traînais avec mes béquilles et je les laissais penser que j'avais abandonné. Marc-Antoine devenait de plus en plus confiant de jour en jour. Il a commencé à parler de rénovation, de vendre une partie du terrain, de me placer dans une maison de retraite éventuellement une fois que je deviendrais trop encombrant. J'ai entendu chaque mot et j'ai tout documenté. Théo est venu ce premier week-end sous prétexte de prendre des nouvelles de ma hanche. Ce qu'il a réellement fait, c'est m'aider à installer un petit enregistreur discret dans la cuisine. C'était son idée. En France, c'est délicat, mais pour prouver un abus de faiblesse, chaque preuve compte, a-t-il dit. Ce que nous avons capturé au cours des 10 jours suivants était pire que ce que j'imaginais. Marc-Antoine au téléphone avec un conseiller juridique posant des questions sur la mise sous tutelle. Le vieux perd la boule, disait-il. Il oublie des choses, il se répète. Nous avons juste besoin des bons papiers pour prendre le contrôle de ses actifs. Sandrine acceptant de me faire passer pour quelqu'un atteint d'un début de démence sur des formulaires médicaux. Ce n'est pas vraiment mentir, disait-elle. Il vieillit. Nous ne faisons que le protéger. Marc-Antoine se vantant auprès d'un ami au sujet de la maison. Une fois qu'il sera en institution, on vend cet endroit pour 400 000 € facile, peut-être plus. L'emplacement est parfait pour des promoteurs. Chaque mot, chaque plan, chaque mensonge, tout était enregistré. Théo a également fait des recherches sur leurs finances. Ce qu'il a trouvé était stupéfiant. Il n'était pas seulement fauché, il se noyait. Marc-Antoine avait des dettes de jeu s'élevant à plus de 40 000 €. Sandrine avait vidé 3 cartes de crédit pour garder les apparences. Il devait de l'argent à tout le monde, à la famille, aux amis, même à des prêteurs peu fréquentables à Lyon. Mes économies n'étaient pas un bonus pour eux. C'était leur seule porte de sortie. À la fin de cette 2e semaine, j'avais tout ce dont j'avais besoin. J'ai appelé un avocat nommé Maître Lefebvre, un vieil ami du frère de Solange. Vif comme l'éclair et redoutable quand il le fallait. Je lui ai montré la fausse signature, les enregistrements, les relevés bancaires. Il a écouté sans interrompre, puis s'est adossé à sa chaise et a souri. Lucien, a-t-il dit, tu les tiens. C'est de l'escroquerie, de l'abus de faiblesse, du faux et usage de faux, et probablement une association de malfaiteurs. Il risque la prison ferme. Quelles sont mes options, ai-je demandé. Tu peux porter plainte, a-t-il dit. Ils iraient probablement en prison, ou alors il a marqué une pause. Tu peux leur proposer un marché, la restitution intégrale des sommes, l'abandon immédiat de toute prétention sur ta propriété, et ils s'en vont sans poursuite. J'y ai réfléchi longtemps. Sandrine était toujours ma fille. Malgré tout, une partie de moi se souvenait de la petite fille qui m'apportait des pissenlits du jardin en les appelant des fleurs. Mais ensuite, je me suis souvenu du fauteuil de Solange disparu. De sa nappe disparue. De la photo de notre mariage mise en boîte dans un garage comme une ordure. Ils n'avaient pas seulement volé mon argent. Ils avaient essayé d'effacer toute ma vie. Organise une réunion, ai-je dit. Demain. Ce vendredi soir, Maître Lefebvre et Théo sont venus à la maison. Sandrine et Marc-Antoine regardaient la télévision quand nous sommes entrés. Le regard sur le visage de Marc-Antoine quand il a vu l'avocat valait presque tout l'or du monde. « Qu'est-ce qui se passe » a-t-il exigé. « Asseyez-vous, ai-je dit. » Ma voix était calme. Stable. « Asseyez-vous tous les deux. » Ils se sont assis. Sandrine avait l'air confuse. Marc-Antoine semblait nerveux. Bien. Maître Lefebvre a posé un dossier sur la table basse. Monsieur et Madame Holloway, enfin Monsieur et Madame, a-t-il commencé. Nous avons des preuves de fraude bancaire, de faux en écriture et d'abus de faiblesse. Les preuves sont complètes et incluent des conversations enregistrées. Il a appuyé sur lecture sur un petit appareil. La voix de Marc-Antoine a rempli la pièce. Une fois qu'il sera en institution, on vend cet endroit pour 400 000 €. Facile. Sandrine est devenue livide. La mâchoire de Marc-Antoine s'est contractée. C'est illégal, a-t-il dit. Vous ne pouvez pas enregistrer quelqu'un sans son consentement. En fait,
a dit Théo en s'avançant. Dans le cadre d'une procédure pour abus de faiblesse, ces éléments sont recevables devant un juge. Grand-père a donné son accord pour l'installation. Marc-Antoine s'est tourné vers moi, le visage déformé par la colère. Tu nous as piégés, espèce de vieux ingrat. Attention, a interrompu maître Lefebvre. Ce que vous allez dire ensuite pourrait être utilisé contre vous. La pièce est devenue silencieuse. Je me suis levé lentement, m'appuyant sur ma canne. J'ai regardé Sandrine, ma fille. Des larmes coulaient sur son visage. Papa, a-t-elle murmuré. Je suis désolé. Je ne voulais pas que ça aille si loin. Je me fiche de ce que Marc-Antoine a dit, ai-je répondu. Tu as choisi de le suivre. Tu as choisi de voler ton propre père. Tu as choisi de me mettre dans un débarras pendant que tu dormais dans le lit où ta mère est morte. Elle s'est effondrée complètement. Marc-Antoine restait assis là, le visage de pierre, calculant. Maître Lefebvre a exposé les conditions. Remboursement intégral des fonds volés, avec intérêt, renonciation immédiate à tout droit sur la propriété, une confession signée conservée par l'avocat, qui ne serait déposée que s'il violait l'accord, et ils avaient 48 heures pour évacuer les lieux. Marc-Antoine a commencé à argumenter, mais l'avocat l'a coupé net. L'alternative est une poursuite pénale. À vous de choisir. Sandrine a signé la première, sa main tremblant si fort qu'elle pouvait à peine tenir le stylo. Marc-Antoine a signé après, sa signature colérique et pointue. Quand ils sont partis 2 jours plus tard, je me tenais sur le perron et je les ai regardés charger leur voiture. Sandrine a essayé de m'approcher une dernière fois. « Papa, s'il te plaît, est-ce qu'on peut en parler? Je suis toujours ta fille. » Je l'ai regardée pendant un long moment. La petite fille que j'avais élevée, la femme qui m'avait trahi. « Tu as raison, ai-je dit doucement. Tu es ma fille, et c'est ce qui rend tout cela si douloureux. » Elle a de nouveau éclaté en sanglots. Marc-Antoine lui a saisi le bras et l'a tiré vers la voiture. Il n'a pas regardé en arrière. Elle non plus. Quand la voiture a disparu au bout de la route, je suis rentré à l'intérieur. La maison était calme, mais cette fois, le silence ne semblait pas pesant. Il ressemblait à la liberté. Cette nuit-là, Théo m'a aidé à remonter le vaisselier de Solange à l'étage. Nous avons raccroché les photos de famille dans le couloir. Nous avons remis ses lunettes de lecture sur la table de chevet. Et quand nous avons eu fini, je me suis tenu dans ma chambre, notre chambre, et j'ai ressenti sa présence à nouveau. On l'a fait, Solange, ai-je chuchoté. On a gardé notre maison. Au cours des mois suivants, les choses se sont lentement remises en place. Sandrine et Marc-Antoine sont partis s'installer ailleurs, logeant apparemment chez de la famille éloignée. Ils effectuent les paiements pour la restitution. De petites sommes prélevées automatiquement sur leurs revenus. J'ai entendu dire qu'ils s'étaient séparés au printemps dernier. Une partie de moi a de la peine pour Sandrine, mais elle a fait ses choix. Théo s'est installé avec moi après avoir obtenu son diplôme. Il a trouvé un emploi au parquet départemental, aidant d'autres victimes d'abus de faiblesse. Chaque matin, nous prenons le café ensemble sur la terrasse, regardant le soleil se lever sur le jardin que Solange a planté il y a toutes ces années. Les gens me demandent parfois si je regrette comment cela s'est terminé, si j'aurais aimé gérer les choses différemment, et je leur dis la vérité. Le pardon ne consiste pas à laisser les gens vous blesser à nouveau. Il s'agit de se libérer du poids de ce qu'ils ont fait. J'ai pardonné à Sandrine dans mon cœur, mais je n'oublierai jamais. Et je ne laisserai plus jamais personne prendre ce qui m'appartient. Il pensait pouvoir s'imposer face à un vieil homme. Il pensait que j'étais trop fatigué, trop lent, trop vaincu pour riposter. Ils se sont trompés. Parce que la vraie force ne consiste pas à être bruyant. Elle consiste à être patient. Il s'agit d'attendre d'avoir tout ce dont on a besoin et de passer à l'action avec une précision absolue. Cette histoire nous rappelle que la dignité n'a pas d'âge et que le respect des anciens est un pilier fondamental de notre société. Lucien n'est pas seulement un artisan du bois, il est l'artisan de sa propre justice. En France, l'abus de faiblesse est un délit grave, mais au-delà de la loi, c'est la trahison familiale qui marque le plus profondément. On voit souvent dans ces récits une forme de résilience incroyable chez ceux que l'on croit fragiles. Lucien a su transformer sa douleur en une stratégie imparable, prouvant que l'expérience et la sagesse sont des armes bien plus puissantes que l'arrogance de la jeunesse. Ce récit souligne aussi l'importance de la transmission et de la protection du patrimoine émotionnel.
La maison n'était pas qu'une valeur immobilière, c'était le sanctuaire de ses souvenirs avec Solange. En protégeant ses murs, il a protégé son histoire. C'est une leçon de vie qui nous incite à rester vigilants mais aussi à cultiver des liens sincères avec ceux qui nous entourent, comme Lucien l'a fait avec son petit-fils Théo. Que pensez-vous de la réaction de Lucien vis-à-vis de sa fille à la fin de l'histoire? Auriez-vous été capable de lui pardonner ou auriez-vous coupé les ponts définitivement? Partagez votre avis dans les commentaires.